Les États-Unis demandent à la Banque africaine de développement de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président Akinwumi Adesina. Présidentiel au Burundi, le candidat du parti au pouvoir Evariste Ndayishimiye est proclamé largement vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Place au journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous retrouver à cette édition. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. Une décision qui vient renforcer les conclusions d'une étude montrant l'inefficacité du médicament. Grâce à SI. Cette décision fait suite à la publication d'une étude la veille dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés, a indiqué le directeur général de l'OMS au cours d'une conférence de presse virtuelle. Le groupe de direction a décidé de la mise en place d'une pause temporaire de la section hydroxychloroquine dans le cadre du programme d'essai Solidarité pendant que les données de sécurité sont examinées par le comité de surveillance chargé de les évaluer. Les autres sections du programme d'essai se poursuivent. L'OMS a lancé il y a plus de 2 mois des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine baptisée Solidarité dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Dans de nombreux pays, le virus a montré qu'après un certain nombre de cas, après un certain seuil, il se déplace comme un feu de brousse de manière exponentielle. Il l'a fait en Chine, à Wuhan, il l'a fait dans de nombreux pays européens, il le fait maintenant, comme vous l'avez dit, au Brésil. Il évolue vraiment vite, c'est pourquoi nous devons tout faire pour le ralentir et ce ralentissement se fait principalement grâce aux mesures sociales. Selon la vaste étude parue dans The Lancet, ni la chloroquine ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les patients hospitalisés et ces molécules augmentent le risque de décès. Lundi, le chef de l'OMS a tenu à rappeler que l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont reconnus pour les patients atteints de maladies auto-immunes ou de paludisme. Les États-Unis demandent à la Banque africaine de développement de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président, Akinwumi Adesina. Adesina avait été accusé par des lanceurs d'alerte de favoritisme et de comportement contraire à l'éthique dans sa gestion de l'institution. Mais la BAD l'avait blanchi, trouvant ces accusations infondées et d'API. Alors que le comité d'éthique de la BAD avait rapidement disculpé Adesina de toute accusation, Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a demandé une enquête approfondie sur ces allégations. Considérant l'étendue, la gravité et la précision des allégations contre le seul candidat au leadership de la banque pour les 5 années prochaines, nous pensons qu'une enquête est nécessaire pour que le président de la BAD bénéficie du soutien et de la confiance complète des actionnaires, a incité Mnuchin. Mais la BAD n'a pas réagi dans l'immédiat. Adesina serait accusé de malversation ainsi que de favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier des compatriotes nigérians. Spécialiste du développement, il avait pourtant reçu le soutien de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour sa réélection à la tête de la BAD, une des 5 principales banques multilatérales de développement au monde. La BAD compte 80 pays actionnaires, 54 pays africains et 26 non-africains d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Le ministre de l'économie allemand Peter Altmaier annonce que la compagnie aérienne Lufthansa et le gouvernement allemand sont parvenus à un accord sur un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros. Ce plan d'aide pour éviter la faillite du géant du transport aérien fera de l'État allemand le premier actionnaire de Lufthansa. Peter Altmaier, nous l'écoutons. Grâce à une grande unanimité et solidarité au sein du gouvernement fédéral, nous avons réussi à trouver une solution solide et raisonnable. Nous allons permettre un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros au total.
La compagnie Lufthansa doit avoir l'accord de l'Assemblée générale de ses actionnaires et nous avons encore besoin de l'approbation de la Commission européenne à Bruxelles. C'est pour parler en lieu sans haute pression. Cependant, nous sommes aujourd'hui optimistes quant à la possibilité d'atteindre notre objectif, à savoir pouvoir assurer la protection d'un employeur important en Allemagne dans l'intérêt de la population. Après la tempête du nouveau coronavirus, la tension est de nouveau vive entre la Chine et les Occidentaux autour de la question de Huawei. Pékin demande au Canada de libérer immédiatement la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, pour éviter des dommages permanents aux relations sino-canadiennes. Et puis, le Royaume-Uni prévoit de rouvrir ses marchés de plein air et ses commerces non essentiels en juin. C'est le Premier ministre britannique Boris Johnson lui-même qui l'a annoncé dans un contexte de polémique autour de son conseiller accusé d'avoir enfreint le confinement instauré contre le coronavirus. Jusqu'au 15 juin prochain, tous les commerces non essentiels des centres commerciaux et petits magasins indépendants vont rouvrir au Royaume-Uni. Les commerces en extérieur, comme marchés et vendeurs de voitures, pourront eux reprendre le 1er juin. Je vais annoncer que nous avons l'intention d'autoriser la réouverture des marchés en plein air à partir du 1er juin, à condition que les lieux soient sécurisés contre le Covid, ainsi que les salles d'exposition de voitures qui ont souvent un espace extérieur important et où il est généralement plus facile d'appliquer la distanciation sociale. Les salons de coiffure et de beauté ainsi que les secteurs de l'hôtellerie restent en revanche fermés. Les commerces devront toutefois respecter les directives données par le gouvernement britannique avant leur réouverture. Aujourd'hui, nous publions de nouvelles directives pour le secteur de la vente, détaillant les mesures à prendre pour respecter les normes nécessaires en matière de distanciation sociale et d'hygiène. Les magasins ont maintenant le temps de mettre en œuvre ces directives avant leur ouverture. Cela permettra de s'assurer qu'il n'y a aucun doute sur les mesures qu'ils doivent prendre. Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie, avec près de 37 000 morts, 2 patients, le Royaume-Uni est resté confiné depuis plus de 2 mois. C'était un commentaire de EDAPI. En Équateur, des centaines de personnes manifestent vers le palais du gouvernement dans la capitale. Ils protestent contre la baisse des salaires, le chômage et les coupes budgétaires mises en place pendant le confinement imposé au pays pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Et puis en Espagne, les hôpitaux font partie des plus sollicités de la planète au-delà de leur capacité. Dans cette période de la pandémie du nouveau coronavirus, des soignants espagnols manifestent donc avec des pancartes devant l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid pour réclamer davantage de personnel et de ressources dans leur lutte contre la pandémie. Nous écoutons quelques-uns. La situation dans laquelle on est en ce moment, l'insécurité professionnelle dont on souffre depuis le début, la situation dans laquelle on était déjà avant, a été empirée par le Covid-19. On doit avoir les outils pour pouvoir soigner, on doit avoir des soins publics et justes pour tous, on doit pouvoir se voir garantir du repos, on doit pouvoir se voir garantir les moyens de protection pour effectuer notre travail dans les meilleures conditions. Notre rôle est de nous occuper des patients et en tant que personnel, on veut leur fournir la meilleure qualité de soins. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas les ressources et le personnel suffisant. Avec le Covid, beaucoup de renforts sont arrivés et on veut que ça soit clair qu'ils ne sont pas des renforts, ils sont du personnel nécessaire. Le président philippin Rodrigo Duterte a affirmé lundi qu'il n'autoriserait pas le retour à l'école des élèves tant qu'un vaccin contre le coronavirus ne serait pas disponible. Les établissements scolaires du pays ont été fermés en mars au moment de l'apparition du nouveau coronavirus et plus de 25 millions d'élèves devaient reprendre les cours fin août. Dans un discours diffusé lundi, Duterte a justifié sa décision en expliquant que le risque était trop grand tout en reconnaissant que cela lésait les jeunes sur un plan scolaire.
Et puis cette attaque au couteau qui a eu lieu à Jérusalem, en Israël, l'homme a tenté de poignarder un policier israélien, mais la police israélienne annonce l'avoir neutralisé en le blessant grièvement, pas balle. Aux États-Unis, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a fait lundi sa première sortie publique en plus de 2 mois avec un masque pour une brève cérémonie de dépôt de gerbes sur un monument aux anciens combattants américains auprès de son domicile au jour férié de Memorial Day. Cela fait du bien de sortir de chez moi, a lâché le candidat de 77 ans, reclus depuis mi-mars avec sa femme Jill dans sa maison de Wilmington dans le Delaware. Présidentiel au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, est proclamé largement vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai, aussitôt donné que le résultat a été immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Grâce Kwame. Évariste Ndayishimiye est élu nouveau président du Burundi à l'issue de la présidentielle du 20 mai dernier. Selon les chiffres officiels annoncés lundi par la Commission électorale nationale indépendante, Ndayishimiye a remporté 68,72 voix contre 24,19 à Rwasa, qui arrive en deuxième position au terme de ce scrutin crédité d'un taux de participation de 87,7%. L'élection vient encore une fois de confirmer, de renforcer la culture démocratique au Burundi et en appeler à la conscience et à la responsabilité des leaders politiques pour éviter tout acte ou propos de nature à remettre en cause ce verdict des urnes. Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté et principal adversaire de Ndayishimiye, a qualifié ces résultats de fantaisistes et accusé le pouvoir de tricherie et de pure manipulation. Sauf recours fructueux de l'opposition, le général Ndayishimiye, 52 ans, va succéder au président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Ndayishimiye devra être investi en août à la fin du mandat de Nkurunziza pour 7 ans. Ndayishimiye a promis de faire du rétablissement économique du pays sa priorité. Le Burundi est en effet classé parmi les 3 pays les plus pauvres du monde, selon la Banque mondiale qui estime que 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 65% à l'arrivée au pouvoir de Nkurunziza. C'était plutôt un récit de Thierry Nyonzo. Novak Djokovic organise un tournoi de bienfaisance à Belgrade, la capitale de la Serbie, son pays natal. Une initiative qui ne sera pas la dernière, mais qui fait plutôt partie d'un ensemble de programmes pour le soutien d'œuvres caritatives. Le tennisman et champion de 79 titres, Novak Djokovic va réunir à Belgrade, début juin, des grandes vedettes du tennis international pour le premier d'une série de tournois humanitaires qu'il va organiser dans les Balkans. L'excellente nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui est que Zaza Zverev, Alexander Zverev, a confirmé qu'il viendrait à Belgrade avec Dominic Thiem et Grigor Dimitrov, 3 des plus grandes stars du tennis mondial. Je leur suis vraiment très reconnaissant. L'argent récolté grâce à ce tournoi sera reversé à diverses organisations caritatives. J'espère que certaines règles seront modifiées d'ici le 13 juin et que nous aurons peut-être l'occasion d'accueillir le public. Bien sûr, cela reste incertain, comme beaucoup d'autres choses liées à cette situation causée par le coronavirus. C'est la tournée humanitaire, c'est-à-dire que absolument tous les revenus qu'ils proviennent de contrats de sponsoring, de droits audiovisuels nationaux et internationaux, tout ira à des organisations caritatives. Les pays des Balkans ont été relativement épargnés par la pandémie de Covid-19 et ont enregistré moins de 20 000 cas pour 650 décès dans la région qui compte quelques 22 millions d'habitants. C'était un récit de Yacine Chevalin.
Le roi des casinos de Macao, le milliardaire Stanley Ho, largement considéré comme l'artisan de l'insolent essor de l'ex-colonie portugaise, est décédé mardi à Hong Kong à 98 ans, a annoncé sa famille. L'homme était connu comme le parrain des casinos macanais. Le magnat né à Hong Kong avait vu sa fortune décoller de concert avec la spectaculaire transformation de Macao qui, alors qu'elle était une grosse bourgade endormie, il y a quelques décennies, est devenue la capitale mondiale du jeu, avec un chiffre d'affaires dépassant celui de Las Vegas. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Vous pouvez le regarder à nouveau sur a12television.com. Merci à l'ensemble de la rédaction, supervisée par Thierry Nyanzou. Sans oublier Yannick Dago, notre réalisateur. Bonsoir chez vous.